Ben voilà, bonjour à tous. Merci d'avoir sacrifié votre temps de midi pour écouter mes élucubrations. Donc, comment notre cerveau nous tend des pièges? L'orateur. Donc, moi, je suis urgentiste. Je travaille à l'hôpital de la Citadelle. Je suis interniste de formation et urgentiste depuis une quinzaine d'années. Et j'occupe le poste de chef adjoint. Donc, j'ai l'immense privilège de recevoir des intervalles le moins réguliers possible, je l'espère, des dossiers de plainte. Et donc, assez rapidement, je me suis demandé d'où ça venait finalement ces erreurs que force est de constater, on commettait de temps en temps, parce que mes collègues et moi-même, on tâche de faire notre travail le mieux possible. Alors, j'ai pas de conflit d'intérêt. Je vais vous faire un sommaire de l'exposé. Donc, je vais parler des erreurs de diagnostic. Dans un second temps, on va voir le dual process theories of thinking, pour le dire en termes plus aisés à digérer, c'est comment fonctionne notre cervelle de médecin. On va faire un petit détour au pays des heuristiques et des biais cognitifs. Je vous expliquerai à ce moment-là en quoi cela consiste. Et comme tout ça restera bien théorique, on fera un petit cas clinique pour exposer ces différents pièges et choses trappes que notre cerveau nous tend. Pour rester optimiste, on évoquera d'éventuelles solutions donc pour échapper à ce piège un peu systémique. On laissera une place pour les questions avant de revenir sur les take-home messages. Alors, les erreurs de diagnostic, si comme moi vous avez la chance de travailler en médecine générale, en médecine d'urgence ou en médecine interne, eh bien, on est gâté. À peu près 15% de nos diagnostics sont erronés. Ce n'est pas quelque chose qui est neuf, ce sont des données qui sont connues de longue date et qui nous viennent essentiellement des benchmarks de qualité, des boîtes d'assurance. Ça vient des États-Unis, tout ça. 15%, c'est pas banal. Quand on regarde les séries autopsiques, donc les patients qui malheureusement sont morts, eh bien, on constate qu'il y a des différences entre l'idée que le médecin s'était fait sur la cause de la mort de son patient et celle que l'anatomopathologiste constate dans 8 à 24% des cas. Donc ça a l'air de coller avec les 15% d'erreurs de diagnostic qu'on commet en pratique quotidienne. Plus embêtant, il y a une causalité directe entre l'erreur d'appréciation du médecin et la mort du patient dans 4 à 7% des cas, ce qui est quand même pas rien. Ça diminue progressivement d'année en année, mais ça persiste envers et contre tout. Alors, ces erreurs de diagnostic, à quoi elles sont dues? Donc, il y a un monsieur qui s'appelle Marc Graber qui a fait une étude rétrospective sur une centaine de dossiers. Donc, ce sont des dossiers qui sont passés dans les services qualité des hôpitaux, bien sûr, déclaration spontanée aussi de la part des médecins. Et il a étudié ces dossiers avec l'aide de psychologues spécialisés dans la psychologie cognitive et de juristes. Qu'est-ce qu'il constate? Dans 7% des cas, ben voilà, l'erreur de diagnostic, c'est la faute à personne, quoi. Un mouton à 5 pattes ou un patient qui n'est pas collaborant lors de la prise en charge. Bon, voilà, il n'y a pas vraiment de personnes qu'on peut mettre en cause. Dans 19% des cas, c'est le système qui s'est planté. Alors, qu'est-ce que c'est une erreur de système? Ben, c'est par exemple, je ne sais pas moi, une panne de réseau, une cyber-attaque, la radio qui ne fonctionne plus, une erreur de calibrage au niveau d'une machine de laboratoire, ou bien des procédures de service qui ne sont pas à jour. Ça, c'est 19% des cas. Ce qui nous intéresse ici, donc les erreurs dans le fonctionnement cognitif du médecin, 28% des cas uniquement en cause. Et dans 46% des cas, c'est à la fois un problème qui est lié à l'organisation du service ou du système et le fonctionnement cognitif du médecin qui est mis en cause, 46%. Donc si on additionne 46% à 28%, bah dans 74% des cas, la façon dont notre psychologie va être mise en œuvre pour rassembler les informations sur une situation et en tirer une décision, une conclusion pour la prise en charge du patient va être en fait le facteur causal principal dans l'erreur de diagnostic qu'on va commettre. La bonne nouvelle dans cette étude, ça m'a quand même vraiment fait fort plaisir, c'est que les erreurs de diagnostic qu'on commet ne sont finalement que rarement causées par notre ignorance. Donc 4% des cas dans cette étude-là, mais plus par la façon dont on va prendre des décisions. Donc, quelque chose pour lequel, quelque part, on ne peut pas spécialement être mis en cause, c'est la façon dont notre cerveau fonctionne. Alors, le dual process theories of thinking, c'est
la théorie qui est dominante actuellement en psychologie cognitive pour expliquer les processus de prise de décision au sens large. Donc, pas simplement ceux des médecins, mais d'une façon générale, le processus de prise de décision. Alors, comment est-ce qu'on fonctionne? On va reconnaître des canevas. Donc, on va se retrouver face à une situation, deux possibilités. Oui, cette situation-là, je la reconnais bien, ou cette situation-là, voilà, je ne l'ai jamais rencontrée. Pour prendre un exemple, si à la consultation arrive, je ne sais pas moi, un monsieur de 40 ans qui va se plaindre d'une douleur agitante de son flanc gauche qui s'irradie vers les testicules, normalement, si vous avez déjà exercé depuis plus que 15 jours, vous reconnaîtrez directement un cas de colique néphrétique. Vous n'allez pas échafauder de grandes hypothèses diagnostiques, de grands raisonnements cliniques. Votre cerveau va se mettre en mode automatique. Les psychologues vont appeler ça un système de type 1, un mode intuitif, et vous allez assez rapidement et de façon relativement autonome arriver à votre décision et à votre prise en charge. Si vous êtes novice, donc plus dans la situation d'un étudiant en médecine, par exemple, que vous n'avez jamais rencontré de colique néphrétique, vous allez vous retrouver face à ce monsieur avec sa douleur, et vous n'allez pas reconnaître immédiatement une situation clinique que vous avez déjà vécue 100 fois, 200 fois, et là, ça va être plus compliqué. Donc, vous allez faire une belle anamnèse, poser la question des antécédents du monsieur, de ses antécédents familiaux, les traitements, les allergies, faire un bel examen clinique bien complet, à la fin échafauder un diagnostic différentiel et puis prescrire des examens complémentaires pour infirmer ou pour confirmer vos hypothèses. Ça va être le type 2, le mode analytique. Et à force de voir des coliques néphrétiques, à un moment donné, ce type 2, par la répétition, vous allez créer un canevas dans votre esprit, une case dans laquelle vous allez pouvoir mettre les patients. Et la 5e ou la 6e ou la 7e colique néphrétique que le novice va voir, il va se dire « Ah, ça me rappelle les 6 cas précédents », il va passer en type 1. Rapide, la plupart du temps efficace. On n'est pas bloqué dans une situation donnée, dans un mode de réflexion ou dans un autre. C'est-à-dire que on reconnaît une colique néphrétique, on est expert, ça fait longtemps qu'on fait ce métier-là, on ne se pose pas de questions, on ne réfléchit pas spécialement. Puis à un moment donné, on va se dire, ouais, mais enfin, ma colique néphrétique, elle n'a pas 40 ans, elle a 80 balais. Des antécédents de pathologie vasculaire. Tiens, d'ailleurs, je vois qu'il a un anévrisme de l'aorte abdominale de 6 à 7 cm. On va se remettre à réfléchir. Donc, on va passer d'un type 1. Donc, on sera parti en mode automatique vers le diagnostic facile, celui qui vient à l'esprit facilement. Et puis, on va sentir le biais, on va sentir l'erreur. On va se dire, mais est-ce que je ne suis pas en train d'aller un petit peu trop rapidement en besogne? Et paf, on va repasser dans un mode plus réflexif, donc en type 2. Puis de la même façon, notre novice là, qui est en type 2, il va peut-être à un moment donné se dire, ah, ben oui, c'est vrai, maintenant que j'y passe un peu de temps, ça me rappelle exactement la situation de monsieur Hôtel ou de madame Hôtel, et il va repasser en mode automatique vers sa prise de décision. Alors vous me direz, oui, enfin tout ça c'est bien joli, mais vous pourriez très bien l'avoir sucé de votre pouce. Ce n'est pas le cas, donc on a des preuves iconographiques finalement d'une activation différente de zones cérébrales des sujets testés en fonction du mode de réflexion dans lequel ils se trouvent. Donc ici, par exemple, ce sont des IRM fonctionnels de gens qui agissent selon leurs croyances ou qui appliquent un contrôle sur leurs croyances, donc quelque chose qui peut se transposer au mode 1 et au mode 2. Donc on voit que c'est du cortex pariéto-occipital qui clignote quand ils agissent en mode automatique, donc sur ce qui croient depuis longtemps, quelque chose qui est bien ancré, qui est facile pour eux. Et quand ils appliquent un contrôle sur leur raisonnement, à ce moment-là, c'est ce bon vieux cortex préfrontal, celui qui nous dit ce qu'on doit faire pour faire les choses comme il faut, qui prend la main et qui est à la manœuvre. Donc, on a quelque part des preuves iconographiques. Ici, c'est une étude d'un certain monsieur Gould, mais il y en a plusieurs qui sont disponibles, qui démontrent une activation différente de zones corticales différentes en fonction d'un mode intuitif par rapport à un mode réfléchi et construit. Alors, il n'y en a pas un qui est mauvais et l'autre qui est très très bon. C'est-à-dire que comme un peu tout sur cette terre, il y a des avantages et des inconvénients.
Donc, le mode analytique, par exemple, c'est lent, quoi. Il faut le temps de faire ça. Ça prend de la ressource, c'est énergivore. Ça se fait de façon pleinement consciente du début à la fin. Ça va être plutôt ce qu'on va classer dans les désavantages. Par contre, le gros avantage, c'est que ça va être peu sujet aux erreurs. Donc, c'est construit, on va avoir tendance à moins se tromper quand on fonctionne comme ça. Et surtout, ce n'est pas influencé ou peu influencé par le contexte. Alors, de quel contexte est-ce qu'on parle? Ça va être de la fatigue, ça va être de l'interruption de tâches, donc ces 36 coups de fil qu'on reçoit à longueur de consultation. Ça va être du multitâche, donc ça c'est quelque chose qui existe particulièrement au service des urgences, donc on a plusieurs cas en gérer en même temps, et donc ça c'est générateur d'erreurs, c'est générateur de distraction et d'erreurs. Le mode intuitif, lui par contre, dans les avantages, c'est que ça va être très très rapide, ça va être très très économique, ça va être très confortable. C'est pour ça que j'appelle ça moi le mode pilote automatique, quoi. Et ça se fait de façon relativement autonome. Donc on n'a pas forcément conscience du début à la fin de ce processus mental. Ça, c'est plutôt l'avantage. C'est-à-dire que si vous avez une salle d'attente avec 20 personnes dedans à vider, ben, ça va être plutôt un avantage pour vous de pouvoir fonctionner une bonne partie de votre consultation en mode intuitif, en mode 1. Si vous devez, pour chaque affection de voie respiratoire supérieure, prendre un temps infini à refaire tout un processus clinique complet, votre consultation aura tendance à se terminer très, 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 très tard. Par contre, le gros souci avec le mode intuitif, c'est que c'est hautement dépendant du contexte. Et ça va être un problème pour nous généralistes, nous urgentistes. C'est-à-dire que comme on est souvent fatigué, comme on est souvent surchargé, comme on a souvent de l'interruption de tâches dans le décours de notre journée, ben, quand on travaille en mode intuitif, on est une victime facile pour ce genre d'événements intercurrents. Et on va être donc sujet à commettre plus d'erreurs et sujet à tomber dans les pièges mentaux que sont les biais cognitifs quand on est en mode intuitif. Avantages, inconvénients. C'est aussi la raison, par exemple, pour laquelle quand vous mettez un novice, un assistant de première année de garde aux petites urgences la nuit, il ne faut pas s'attendre à ce que la salle d'attente soit vidée rapidement. Donc, comme il va fonctionner la plupart du temps en mode analytique, ben, ça va légitimement, et c'est tout à fait normal, ça fait partie du processus d'apprentissage, mettre beaucoup plus de temps que quelqu'un qui sera plus aguerri, qui aura tendance à fonctionner en mode intuitif pendant la plus grande partie de sa consultation, qui donc va aller fort vite. Mais ce n'est pas pour ça que l'assistant se trompera plus, peut-être même au contraire. Alors, ces raccourcis de raisonnement, donc le fait de passer directement d'une présentation clinique à un diagnostic ou à Canva, ben, on appelle ça des heuristiques. Ce sont des raccourcis dans le raisonnement. Ça, c'est très typique du système 1. Comme je l'ai déjà dit, ben, ça permet de gagner du temps, de gagner en efficacité. On vide rapidement sa salle d'attente, on pacifie rapidement son service. Mais par contre, c'est un endroit qui est confortable, mais malheureusement miné. C'est-à-dire que c'est sujet à des biais. C'est pour ça qu'on va parler des biais cognitifs, parce que c'est important de les connaître, enfin de pouvoir les reconnaître quand les circonstances péjoratives qu'on a évoquées il y a une seconde risquent de favoriser leur survenue. C'est important d'être conscient de ces pièges-là quand on est fatigué, quand on est interrompu et quand on sent que peut-être que la décision qu'on prend, on l'a prise un tout petit peu trop rapidement. Alors, il y en a beaucoup, 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 beaucoup des biais cognitifs. Il y a quelqu'un que j'aime beaucoup écouter, je vous conseille d'ailleurs chaudement d'aller visionner ses vidéos sur YouTube et autres plateformes, c'est Patrick Croskery, donc, qui est un urgentiste canadien qui se fait une spécialité des biais cognitifs depuis déjà de nombreuses années. Donc il en tient une liste qui n'est pas exhaustive, qui se complète au fur et à mesure, mais donc vous voyez, ça n'a pas vocation à être lu naturellement, mais qu'il y en a déjà 30 ou 40 de décrits. Donc, plutôt que de les repasser tous en vue, ce qui serait un peu indigeste, je vais plutôt essayer de les regrouper dans 6 familles de biais cognitifs. Et là, déjà, vous allez voir que vous allez reconnaître beaucoup de situations que vous avez à coup sûr déjà vécues de nombreuses fois. Première famille, l'attachement obstiné à un diagnostic. C'est une cystite. C'est une cystite même si j'ai pas de nitrite. C'est une cystite même si j'ai pas de nitrite à la tigette et qu'en plus la culture revient négative. C'est une cystite même si la patiente est devenue péritonéale, il y a une grosse sensibilité de fossiliaque gauche.
et probablement une sigmoïdite. Donc ça, c'est vraiment ça, c'est les biais d'ancrage, c'est quelque chose qu'on fait tout le temps. Donc une fois qu'on a attrapé une cible, on a beaucoup de mal à la lâcher pour ouvrir son cadre de réflexion. Ça, c'est quelque chose que nous, on fait tout le temps, tout le temps. Absence de recherche de diagnostic différentiel. Donc, c'est-à-dire qu'une fois, ça se rapporte aussi un petit peu au biais d'ancrage et à cette difficulté qu'on a à ouvrir le champ qui est bien naturelle. C'est une fois qu'on a trouvé un diagnostic qui permet d'expliquer les plaintes d'un patient, on a une grande aversion, et c'est tout à fait naturel, à se poser d'autres questions. Et si? Quelle est l'hypothèse du pire? L'erreur causée par les conclusions d'un autre. Ça, en milieu hospitalier, ça arrive tout le temps. Parce qu'on va avoir du mal psychologiquement à remettre en question un diagnostic, une étiquette qui va déjà être posée sur le patient. Fibromyalgie, par exemple, c'est une catastrophe quand on a ce genre de diagnostic dans un dossier. Il ne faut pas que quelqu'un qui soit étiqueté fibromyalgique par quelqu'un d'autre arrive un jour à la garde ou à la consultation avec des métastases osseuses d'un nouveau-né, sans quoi on risque quand même d'avoir l'air fort bête dans la conclusion de notre consultation. Protocole de radio aussi. Quand un protocole de radio dit bah voilà, c'est négatif, on ne voit rien, on va avoir forte tendance à les croire. Erreur dans la perception de la prévalence d'une maladie, c'est-à-dire qu'on va avoir plus tendance à évoquer des diagnostics qu'on a bien en tête, quoi. L'exemple typique, c'est pendant l'épidémie de grippe ou bien pendant la première vague du Covid, par exemple, quelqu'un qui arrivait à la consultation en faisant de la fièvre et en toussant, bah, c'était un Covid ou une grippe, quoi. Combien de pneumonies n'a-t-on pas raté? Les erreurs qui sont liées aux caractéristiques du patient ou à sa présentation, bah ça, je pense qu'il n'y a pas forcément besoin de détailler tout ça. C'est toujours plus facile de poser un diagnostic exact chez quelqu'un qui s'exprime dans un français parfait, qui est gentil, poli et qui a en plus la courtoisie de se présenter à 15 heures ou à 10 heures du matin, plutôt que quelqu'un qui maîtrise mal la langue, qui est peut-être agressif et qui arrive à 3 heures du mat, ce coup-ci. Et les erreurs dues à la personnalité du clinicien ou à son humeur, ben voilà, on a tous fait l'expérience d'une journée où on était de fort méchante humeur ou qu'on avait mal dormi et on est sûr moins performant ces jours-là. Pour mettre tout ça en musique, parce que je me rends bien compte du caractère potentiellement indigeste de ces énumérations, je vais reprendre un cas clinique que je n'ai pas inventé, donc ça vient de ce papier d'un certain docteur Redelmeyer, et c'est un cas clinique qui est réel. Vous allez voir, l'histoire de ce patient est quand même vraiment comique. Il tombe vraiment de Karim dans Scylla. Je suis sûr qu'on pourra se reconnaître dans beaucoup des péripéties qui lui sont arrivées à lui et aux médecins qui l'ont pris en charge. Alors, on a un monsieur de 65 ans qui arrive, je sais pas moi, à la consultation à 17h30, admettons, et qui se plaint d'avoir mal au dos, mal à la colonne cervicale. Il a mal aussi un peu partout, là, aux muscles, lui semble-t-il. Il a l'impression qu'il a fait de la fièvre. Vous avez pris votre température? Non, mais enfin, j'ai eu l'impression d'avoir chaud ou froid. On l'examine et il n'y a pas grand-chose, hormis un érythème pharyngé, et on sent que l'examen clinique a été fait, on va dire, de façon rapide et efficace, hein. On pose un diagnostic de pharyngite, ce qui semble légitime vu les plaintes du monsieur, et on le laisse partir après un frottis de gorge qui a été réalisé, des hémocultures. Encore une fois, c'est un cas réel, ne me demandez pas pourquoi ils ont prélevé des hémocultures, mais ça a été fait. On lui prescrit un anti-inflammatoire et il rentre chez lui. Bon, ici, on pourrait déjà parler d'une première chose trappe, d'un premier biais qui pourrait arriver dans ce genre de situation, c'est le biais de disponibilité. Je l'ai déjà évoqué, mais donc ça consiste vraiment à évaluer la prévalence d'une condition à l'aune de son expérience personnelle et de l'aisance à se la remémorer. Donc ici, ben voilà, quelqu'un qui arrive, qui se plaint d'avoir mal aux muscles, d'avoir chauffoté, avec un examen clinique qui montre a priori pas grand-chose, ben on va avoir tendance à attribuer ça à une virémie, ce qui est légitime, parce que c'est quelque chose simplement qu'on rencontre très très souvent. Et que quand on entend un bruit de sabot, c'est quand même plus souvent, se dit-on, un cheval qu'un zèbre. Enfin, ça dépend où on les entend, évidemment, ces bruits de sabot. Alors, on va rappeler le bonhomme parce que les hémocultures sont revenus positifs pour un MSSA, donc un staphylocoque. Donc on le rappelle, oui monsieur, est-ce que vous pourriez revenir dans les analyses qu'on a fait la dernière fois? Ben voilà, on a trouvé une petite bactérie dans le sang, on aimerait bien pouvoir vous réexaminer. Et là, on fait une prise en charge un petit peu plus complète, hein. Peut-être qu'on passe
sur un système 2 et on se rend compte qu'en fait, le patient, il a une maladie de Hodgkin, de stade 2A, qui est en rémission complète. Et dans ses antécédents, il a aussi un lichen plantar sévère, donc une maladie dermatologique, avec une compliance aléatoire. Il est censé mettre de la pommade, mais c'est fort embêtant, il doit faire ça tous les jours, comme c'est pas bien grave, de temps en temps, il ne le fait pas. Que ces temps-ci, comme ça faisait longtemps qu'il n'avait plus mis de pommade, bah justement, le prurite s'était accru. On parle ici du biais d'ancrage, donc le biais d'ancrage qui est, à mon avis, avec le biais de cadrage dont on parlera un petit peu plus tard, le biais numéro un auquel moi, par exemple, je suis soumis dans ma pratique quotidienne, et quand j'en parle avec mes collègues, ça a l'air d'être aussi leur cas, donc c'est de rester fidèle envers et contre tout à ses premières impressions qui sont fermement établies. Donc, j'ai vu le monsieur une fois, je me suis dit que c'était une pharyngite, il revient, ça ressemble quand même toujours fort à une pharyngite. D'où vient le MSSA dans ces hémocultures? Bon, bah, c'est sûrement une contamination, quoi, hein. C'est probablement le technicien de laboratoire qui ne sait pas très bien laver les mains. De toute façon, j'ai pas grand-chose d'autre. Vendu. Et on reste sur le diagnostic de virus. Donc ça, c'est le biais d'ancrage. Nous, par exemple, chez nous, hein, donc aux urgences, quand les gens viennent, ils sont inscrits sur un tableau blanc et on met à côté de leur étiquette leur motif d'admission. Ça, c'est quelque chose qui est également très dangereux parce que le motif d'admission a tendance à leur être tatoué sur le front, quoi. Et donc à partir du moment où ce motif d'admission évoque une situation qui sera au final différente du diagnostic final, ça va mettre le clinicien à risque de commettre cette erreur de biais d'ancrage. Donc au réexamen 17,9, 88 de fréquence cardiaque, une température à 36,9, il a la figure toute rouge, l'examen cardio-pulmonaire ne révèle pas grand-chose, l'abdomen est souple, on fait un examen neurologique qui ne montre rien, donc on fait déjà un examen clinique un peu plus fouillé. Sa nuque est souple, on le déshabille, on regarde le dos, il n'y a rien de très spécial, et au niveau des jambes, bah, de fait, il a ce problème de lichen plantar avec des lésions qu'il a grattées visiblement. On fait une prise de sang, enfin on en fait une d'ailleurs, parce que la première fois c'était juste des hémocultures, et il y a un petit syndrome inflammatoire, pas grand-chose au niveau de la prise de sang. On fait une analyse d'urine, au niveau de l'analyse d'urine, il y a une hématurie microscopique, et pas grand-chose d'autre, pas d'affection urinaire pour le dire. On fait une radiographie thoracique qui est normale, on fait une radiographie de la colonne cervicale et de la colonne lombaire, parce que le monsieur se plaignait au début de douleurs au niveau des cervicales et des lombaires, et on y voit des remaniements dégénératifs compatibles avec son âge, et puis sinon rien de très spécial. L'autre, c'est pas de lésion osseuse traumatique décelée, ça a été mis par boutade, parce que c'est quelque chose qu'on voit très souvent sur les protocoles de radiographie osseuse qu'on demande. Et là, on peut évoquer le biais de cadrage. Alors, je ne sais pas si, comme moi, vous faites des albums de photos souvenirs de vos vacances, mais vous allez comprendre directement le principe. Et en fonction de la façon dont on cadre la photo, on peut avoir quelque chose qui n'est pas joli du tout, une image idyllique. Et de la même façon, en médecine, ça fonctionne. Donc, si on évoque un monsieur de 65 ans avec un syndrome grippal et un examen clinique qui est banal, dont une hémo qui est revenue positive pour un MSSA, on ne va pas avoir tendance à changer son hypothèse diagnostique du début, quoi. On va légitimement penser à une contamination. Si par contre, on cadre différemment et on parle d'un monsieur de 65 ans qui est en rémission d'un cancer hématologique avec une douleur rachidienne, de la fièvre et des hémocs positives, c'est le même patient, on l'a juste décrit avec des autres mots, et là d'un coup on ouvre le champ et on est beaucoup moins tenté d'être rassurant par rapport à sa petite symptomatologie de douleurs diffuses, de fièvre et d'hémocs positives. On l'hospitalise, le monsieur, et on lui donne des antibiotiques. Alors on tape de façon empirique, de façon assez virile, avec de la vancomycine et puis de la flucloxacilline, ce qui est adapté. Au deuxième jour de son hospitalisation, on détecte un nouveau souffle cardiaque. Alors on fait une échographie transthoracique, les moments ont leur importance, qui montre rien. Il va mieux et on le fait sortir avec de la fluclopéros. On pose un diagnostic de bactériémie à MSSA sur une porte d'entrée cutanée et on le laisse partir avec une consultation de follow-up programmée. On le revoit à la consultation de follow-up
Et le monsieur dit que, bah, ouais, de fait, au début, ça a été quand même vraiment beaucoup mieux et puis, c'est revenu, ce mal-être, ces fièvres, ces douleurs et j'ai toujours mal au dos. Je suis vraiment très, très fatigué et en plus de ça, maintenant, j'ai des picotements dans les mains et j'ai fait pipi du sang aussi. Alors là, allez savoir pourquoi on ne lui propose pas une réhospitalisation. Pourtant, les plaintes sont quand même vraiment tracassantes, mais on refait des émocs. Sans surprise, l'hémoculture revient positive une fois de plus pour la même bestiole et on reconvoque le patient encore qui, avec beaucoup de patience, accepte de revenir à l'hôpital. Ce coup-ci, on lui fait une résonance magnétique nucléaire qui démontre une ostéomyélite cervicale avec un abcès épidural. On lui propose une ETO qui a été refusée par le patient, tout le monde a ses limites. On lui prescrit de la céphalosporine, 1 gramme IV, 6 semaines, avec un suivi clinique correct. Qu'est-ce qu'on a comme biais ici? La fermeture prématurée. Donc ça, la fermeture prématurée, moi je suis très souvent victime de ce genre de biais-là. Donc quand il est 3 heures du matin et qu'on a fini par trouver quelque chose qui semble coller avec ce que le patient a, on est vraiment très très peu enclin à évoquer d'autres hypothèses diagnostiques. Aversion à poursuivre d'autres hypothèses une fois qu'une conclusion a été retenue. Alors, plus on a d'options diagnostiques, plus on a tendance justement à se raccrocher comme à une planche de salut au diagnostic qu'on a pu poser. Ici, par exemple, ça hurlait endocardite, hein, son histoire clinique avec ce nouveau souffle, mais l'hypothèse a été abandonnée très très vite. De la même façon, il y a des globules rouges au niveau de son résicu. On n'explore pas. Tant pis, c'est une hématurie idiopathique. Le biais d'obédience aveugle, on peut en parler ici aussi. Ça, c'est la non-remise en question de l'avis d'une autorité ou bien de quelqu'un qui est ressenti comme étant une autorité. Donc, un collègue ou un examen technique. Donc, faites surtout attention aux examens techniques. Donc, on a tendance à accorder beaucoup de crédit aux examens techniques. Donc, le radiologue a pratiquement valeur de preuve, comme l'anatomopathologiste. Or, tous les examens complémentaires qu'on demande ont des sensibilités et des spécificités. L'exemple ici, c'est de ne pas avoir remis en question la pertinence de faire une échographie cardiaque transthoracique pour dépister un problème de greffe bactérienne valvulaire. Hein. Donc la sensibilité de ce genre d'examen, c'est probablement 50%. Hein. C'est la même qu'une pièce de 2 euros qu'on jette en l'air. Et d'une radiographie négative pour le diagnostic d'ostéomyélite. Alors là, je ne connais même pas la sensibilité de ce genre d'examen pour ce genre de diagnostic, ça ne doit pas être stupéfiant. Alors que ce sont des examens voilà, qui sont peu sensibles pour les diagnostics qu'on évoque. Au tableau des biais cognitifs brossé rapidement, hein, si on n'a pas le temps en une demi-heure, 1 heure de les évoquer plus, mais ceux que j'ai repris ici sont ceux qui sont repris donc, dans la série de benchmarking comme étant le plus souvent responsable des erreurs de diagnostic. Après, il y a des sous-catégories, il y en a d'autres, mais c'était probablement un petit peu long pour être détaillé en entier ici. Alors donc on sait que notre cerveau, il a tendance, bien malgré nous, c'est physiologique en fait, à fonctionner d'une certaine façon, que paradoxalement, plus on est expert, plus on risque de tomber dans ces pièges qui s'appellent des biais cognitifs. Est-ce qu'il y a des solutions qui existent? C'est bien beau de poser le constat d'un problème, mais il faut aussi essayer d'y apporter des solutions. Donc il n'y a pas de preuve scientifique à comprendre comme des preuves d'evidence-based medicine que les éléments de solution que je vais détailler ici améliorent la situation, diminuent le pourcentage d'erreurs de diagnostic par les biais cognitifs. Les auteurs comme Patrick Kroskeri en sont intimement persuadés, mais ne l'ont pas démontré. Alors pourquoi est-ce que c'est difficile à démontrer? Tout simplement parce que c'est fort difficile de faire des études cliniques sur ce genre de problème-là. Déjà parce que le sujet est très touchy, donc on n'a pas naturellement une propension folle en tant que médecin à accepter le fait que l'on soit faillible et que l'on puisse se tromper. C'est probablement lié au fait qu'on est dans une culture de la culpabilisation par rapport aux erreurs de diagnostic. C'est vraiment vécu comme un échec, alors que finalement, ces travaux le démontrent, c'est quelque chose qui est plus ou moins inévitable, vu que la prévalence de ces erreurs ne semble pas devoir diminuer de façon importante, et que l'on peut expliquer par
des théories de psychologie cognitive, étayées d'ailleurs par des études par IRM, que notre cerveau a tendance à nous guider vers le chemin du confort, et que sur ce chemin du confort, donc sur l'axe 1, il y a des choses rares qui existent. Une première solution, c'est la métacognition. Donc la métacognition, c'est un terme compliqué, mais c'est finalement ce qu'on fait ici maintenant. C'est tout simplement être conscient de l'existence du problème et d'en parler. Donc quand j'ai découvert, il y a de ça un certain temps, l'existence de ces théories-là, j'ai vraiment réfléchi à ma pratique d'une façon différente, et je suis intimement persuadé que quand je prends des gens en charge, de temps en temps, je me dis, oui, là je vais trop vite, là je suis probablement en train de prendre des raccourcis qui ne sont pas adaptés. Une autre chose que l'on peut mettre en place au niveau de nos services, au niveau de nos cabinets, c'est de se mettre à disposition des béquilles cognitives. Donc des béquilles cognitives, qu'est-ce que c'est? Ce sont des ressources documentaires adaptées et aisément disponibles. Un abonnement up-to-date, des procédures de service qui sont mises à jour, s'assurer qu'au niveau des PC, ça puisse être accédé rapidement avec un simple clic, une bibliothèque bien fournie. Donc ça, c'est tout le principe des guidelines. Et les guidelines, qu'est-ce que c'est finalement? Ce sont des règles qui sont mises à disposition des gens et qui vont servir de système 2 pré-mâché quelque part. C'est-à-dire que le novice va pouvoir se servir des guidelines pour accélérer, pour avoir des règles, des recettes qui sont éprouvées, le faire en sécurité pour le patient. Et à contrario, l'expert qui, quand il sent qu'il va un petit peu trop vite dans son raisonnement clinique, peut se rebaser dessus pour se recadrer et être plus guideliné. Il faut être conscient de nos faiblesses aussi, de se dire que finalement, voilà, si ça reste à 15%, c'est que c'est pas évident d'améliorer le chiffre, et d'organiser des follow-up. C'est pour ça que systématiquement, donc, en hospitalier, je pense que ça doit être la même chose en pratique de ville. On clôture pratiquement chaque consultation en disant aux gens, voilà, écoutez, on est intimement persuadé que le diagnostic c'est celui-là, mais Dieu sait que l'erreur est humaine. Et donc, n'hésitez surtout pas à consulter votre médecin traitant, à revenir nous voir ou aller voir un cardiologue ou que sais-je en fonction de la situation rencontrée, si ça n'avance pas, si vos symptômes ne s'améliorent pas. Et ce follow-up, c'est vraiment donc le filet de sécurité qui va permettre à ces 15% d'échecs qui sont plus ou moins inévitables de ne pas aboutir à une erreur, une plainte, à des conséquences peut-être dramatiques pour les patients. Alors, pour ceux qui seraient intéressés par le sujet, je vous ai mis ici quelques articles. Enfin, c'est les articles qui sont le plus souvent référencés. Ils sont vraiment extrêmement intéressants, qui sont disponibles donc sur PubMed. Et pour ceux qui n'auraient pas le temps ou l'envie de se plonger dans ces articles, je vous conseille d'aller voir les webinaires de Patrick Koskeri qui sont diffusés sur YouTube, où il parle des biais cognitifs avec beaucoup plus de talent. Moi, c'est extrêmement intéressant. Ça nous amène vers la fin de cet exposé. Donc, si vous avez des questions auxquelles je peux répondre, n'hésitez pas. Et puis, on repassera vers les take-home messages si Kevin est d'accord. Tu peux passer au take-home message par rapport à l'enregistrement. D'accord, ok. Donc, si on devait retenir une seule chose de cette grosse demi-heure, c'est que en tant que médecin, et c'est bien naturel, en tant qu'être humain aussi, on a tous une tendance naturelle fermement ancrée, très forte, à rester full intuitif pendant notre démarche diagnostique. Donc, à rester en système 1. Parce que c'est confortable, parce que c'est efficace, parce que ça nous permet d'aller vite, et parce que parfois le temps est devenu une denrée précieuse. Alors c'est un chemin confortable, mais il est miné, donc j'aime bien l'image. Il est miné par les biais cognitifs et par tous ces pièges que notre cerveau nous tend. Le fait d'en être conscient, donc ça c'est le terme métacognition, est très probablement un premier pas vers une meilleure qualité de prise en charge pour nos patients. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention.